Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On va évidemment parler de la campagne électorale, la campagne présidentielle. Mais avant cela, l'actualité, un calendrier de levée encore partielle des contraintes sanitaires à compter du 2 février, avec d'abord fin des jauges, de l'obligation du télétravail et du port du masque en extérieur. Voilà ce qu'a annoncé hier soir Jean Castex, le Premier ministre. C'est le calendrier du bon sens, selon vous, Julien Bayou? Moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas forcément pu examiner les rapports du Conseil scientifique. On nous disait que dans ce pays, Emmanuel Macron décidait en fonction des recommandations du Conseil scientifique. Je n'ai pas cru comprendre qu'il recommandait de relâcher les efforts. Et alors puis, justement, il y a un côté paradoxal, c'est quand même que un pass vaccinal très contraignant est censé entrer en vigueur au moment même où on nous annonce un relâchement des contraintes. Et donc là, je ne comprends pas très bien. Moi, je me garderais de tout triomphalisme parce qu'il y a eu plus de 120 000 morts. Il y a des familles qui ont été éprouvées. Et je ne voudrais pas que, sitôt les contraintes levées, on se dise, voilà, ces chiffres, ça n'était que des statistiques, alors que ce sont des vies qui ont été fauchées ou éprouvées. Ben justement, dans le Parisien ce matin, l'épidémiologiste Catherine Hill estime que c'est imprudent, que ce calendrier de levée des restrictions relève de l'optimisme, que la situation sanitaire à l'hôpital, je la cite, notamment à l'hôpital, est loin d'être épatante. Oui, bien sûr, à l'hôpital, mais également dans l'éducation. Le protocole sanitaire proposé par Jean-Michel Blanquer la veille de la rentrée dans un média payant et alors qu'il était sur son lieu de vacances à Ibiza est absolument inapplicable. La preuve, ils en ont changé déjà 2 fois. Donc en fait, peut-être que le Premier ministre et le Président se projettent déjà dans la campagne présidentielle. Ça y ressemble beaucoup. Vous pensez que le gouvernement veut faire oublier les difficultés du mois de janvier dans un but politique ? Pour moi, on ne peut pas écarter malheureusement la gestion politique de cette affaire. Quand le président dit vouloir emmerder les Français non vaccinés, moi j'y ai vu d'abord une fébrilité, parce que la veille, son passe vaccinal avait été rejeté par sa majorité. Donc quand vous perdez votre majorité à 3 mois de l'élection présidentielle, eh bien évidemment, il faut faire diversion. Mais j'y voyais aussi une manière d'aller stigmatiser, chercher des boucs émissaires, là où en fait on aurait besoin d'un président qui garantit la concorde, qui rassemble. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne tire pas les leçons de cette crise. C'est-à-dire que, je voudrais le dire de la manière la plus ferme possible, il faut libérer les brevets. Moi, j'ai attrapé, comme beaucoup, le Covid variant Omicron à la fin de l'année. Ce variant a émergé 1 mois plus tôt seulement. En un mois, il émerge en Afrique du Sud et il se propage à travers l'ensemble du monde. On le détecte 1 mois plus tôt, mais il est sûrement présent déjà quelques semaines, vous avez raison. Il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne dans un seul pays si on ne vaccine pas l'ensemble de la population. Qu'on se mette ça en tête. Donc vous êtes contre le pass vaccinal, mais vous pensez qu'en revanche, la vaccination reste l'arme la plus efficace contre la pandémie. Et doit devenir un bien public mondial. Les labos pharmaceutiques ont engrangé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. C'est bon, le produit est amorti. Il en faut maintenant des vaccins génériques. Si l'Afrique du Sud, si le Mexique ne peuvent pas vacciner correctement leur population, alors de nouveaux variants émergeront. C'est la possibilité, si vous voulez, de renvoyer cette épidémie au statut de grippe saisonnière. On a besoin de ce vaccin et de libérer les brevets. Nous le réclamons depuis des mois et des mois, en particulier avec Yannick Jadot au Parlement européen, et la France agit en sous-main pour contrer. C'est une prise de position sans ambiguïté de votre part et de la part d'Europe Écologie Les Verts en faveur de la vaccination, mais en revanche sur le pass vaccinal, qu'est-ce qui vous pose problème dans le pass vaccinal? Le pass vaccinal, tout simplement, n'est pas recommandé par les autorités scientifiques, ni par l'Organisation mondiale de la santé, ni par le Conseil scientifique. C'est aux médecins de dire ce que doit faire le gouvernement. Alors écoutez, il faut savoir, c'est-à-dire que le gouvernement décide de tout le temps, tout seul. Enfin, je dis le gouvernement, mais en fait c'est Jupiter, c'est Emmanuel Macron. Et on nous disait, eh bien on écoute la science. Nous les écologistes, nous écoutons la science. Vis-à-vis de la pandémie, comme vis-à-vis du climat. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons d'agir beaucoup plus fort sur le climat que ce que ne fait la France ou l'Europe. Les autorités scientifiques disent, il faut plutôt convaincre que contraindre. Nous disons, ça n'est pas le rôle des cafetiers que de se transformer en gardien de la paix et en contrôleur d'identité, tout simplement. Il y a un sujet de liberté publique, pensez-vous, à travers la question que pose le pass vaccinal. Plusieurs juristes prennent position ces dernières heures dans la presse pour dire il y a un vrai problème. On sent que s'installe un régime d'exception permanent et le pass vaccinal en serait l'expression. Julien Bayou, vous adhérez? Vous savez, on a toujours le risque, si on parle juste en droit, que les régimes d'exception se banalisent.
se normalise. C'était le cas pour l'état d'urgence, et c'est aussi, il faut être vigilant que ça ne soit pas le cas pour l'état d'urgence sanitaire. Moi, je considère que le pass sanitaire est un aménagement, un bon compromis. C'est une restriction de liberté. Vous ne pouvez pas aller au café sans présenter votre passe sanitaire. Mais il y a une alternative à la vaccination qui est permise. Voilà. Oui. Et les tests. Et c'est pour ça que quand on supprime la gratuité des tests, nous, écologistes, nous disons attention, parce qu'on supprime aussi le thermomètre. Si, parce que ça coûte quelques euros, des fois, il y a des personnes qui sont à 5, 10, 15, 20 euros près dans le mois, évidemment. Donc, si vous rendez les tests payants, eh bien, il y a des personnes qui ne se font plus tester. Vous perdez le thermomètre et vous risquez le fait que des personnes ne puissent pas se faire tester et soient propagateurs de la maladie malgré elles, quelque part. Mais les tests, vous dites, c'est quelques euros et ça fait toute la différence pour des personnes qui sont peu argentées. C'est aussi 10 milliards d'euros pour le budget de l'État, aussi, de la sécurité sociale en l'occurrence, Julien Bayou. C'est aussi ça peut-être la considération que fait le gouvernement. Est-ce qu'on peut l'écarter ? Qu'on nous le dise. Oui. Parce que si maintenant, finalement, le quoi qu'il en coûte est seulement pour les entreprises, il faut le dire tout de suite. Parce qu'effectivement, Oxfam a démontré que les milliards et milliards et milliards d'euros qui ont été déversés sur les entreprises ont fini dans la poche des actionnaires. On nous a dit que c'était pour le bien du pays. Si on n'est pas prêt à investir ces milliards dans la santé, il faut le dire tout de suite. Vous savez ça n'est pas la position des écologistes. Les calculs nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Des fortunes virtuelles, puisque ce sont sur la valeur des actions détenues par les milliardaires, en l'occurrence, qui est calculée cette fortune, mais qui n'est pas sur leur compte en banque. Et c'est comme ça que calcule Forbes. Et ça fait des années et des années qu'on examine leur classement et qu'on dit telle personne a vu son patrimoine augmenter ou non. Nous sommes pour le fait que les plus riches, les ultra riches, là pour le coup, on est dans la stratosphère, contribuent enfin à leur juste part à l'effort face à cette crise. Eh bien, un ISF climatique, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les ultra riches. C'est ce que propose Yannick Jadot, et qu'on combine avec la prise en compte des effets sur le climat des investissements financiers. Vous avez des placements qui permettent d'aller construire des ports ou des installations charbon. Elles doivent être plus lourdement taxées parce qu'en fait, finalement, elles nous fragilisent toutes et tous. C'est un défi commun, le dérèglement climatique. On est très très loin de prendre les mesures nécessaires, un peu comme dans le film Don't Look Up. Vous voyez, vous avez la science qui dit attention, il y a une météorite, c'est le dérèglement climatique. Vous avez les écologistes qui disent écoutons la science et prenons les mesures nécessaires, c'est Yannick Jadot. Et vous avez des éditorialistes qui font des blagounettes, et puis un président, là c'est Emmanuel Macron, qui regarde ailleurs. Ça n'est pas raisonnable. Vous faites allusion à ce film Don't Look Up qui marche très très bien sur la plateforme Netflix précisément. Qui doit aussi payer ses impôts. Mais qui doit aussi payer ses impôts. Mercredi, Yannick Jadot a comparé justement au Parlement de Strasbourg, Emmanuel Macron, il le lui a dit en face, à Meryl Streep qui incarne la présidente des États-Unis qui ne veut pas voir la menace de cette météorite. Cette séquence européenne, cette séquence d'un Yannick Jadot se dressant face au président de la République dans l'enceinte strasbourgeoise, quel est le retour que vous en avez aujourd'hui, Julien Bayou? Est-ce que vous estimez que ça a été payant politiquement? Moi, je suis très fier de ce vrai moment de politique. Vous savez, en France, on n'est pas habitué à ce que le président puisse recevoir une contradiction. Ce sont les institutions qui veulent ça. Oui, mais dans toutes les démocraties alentours, le vrai chef, c'est le Premier ministre, et le vrai chef, le Premier ministre, eh bien, il subit la contradiction des journalistes qui peuvent lui poser des questions en long et en large. Angela Merkel, pendant 16 ans, elle a répondu à toutes les questions des médias. Et même Boris Johnson, qui est actuellement en Angleterre sous le feu de toutes les critiques, ce sont des régimes parlementaires. Quand il arrive au Parlement, eh bien, à portée de voix, vous changez ça? Vous voulez changer les institutions? Le régime présidentialiste à la française ne vous convient plus? Non, je pense qu'effectivement, l'idée d'un homme providentiel, l'idée d'un président qui décide de tout le temps, pour tout le monde, a vécu. On l'a vu pendant la crise. Vous savez, la Constitution de 1958, inventée pour le général de Gaulle, peu de gens, j'entends beaucoup de gens s'en réclamer, mais en fait, peu de gens lui arrivent à la hauteur, évidemment. Donc, on a besoin d'un régime parlementaire, on a besoin d'une proportionnelle, d'une juste représentation des courants. C'est ce que proposent les écologistes. Et moi, je suis heureux que, pour revenir sur la séquence au Parlement européen, vous avez un président qui est dans la duplicité absolue, qui se dit pro-européen, mais qui a instrumentalisé l'Europe contre les migrants, ou en faveur des labos pharmaceutiques. Il avait promis d'avancer sur les pesticides. Ça n'est pas le cas sur le glyphosate, et on a même réintroduit les néonicotinoïdes. On a un président qui a instrumentalisé l'Europe au service des lobbies. Nous disons,
l'Europe peut être un formidable projet de société, un formidable levier d'outils, de création d'emplois, de qualité, d'autonomie de la jeunesse, de transition écologique. Finalement, avec cette séquence, on voit qu'il y a un président qui a un bilan inexistant sur l'Europe et un candidat qui a un projet pour l'Europe, c'est Yannick Jadot. Alors, à propos justement de la campagne, comment ça se déroule? Puisque je regardais les sondages ce matin, Yannick Jadot, alors selon plusieurs enquêtes, vous me direz les sondages valent ce qu'ils valent, c'est à l'instant T, etc. Ça évidemment, on peut le mentionner, mais Yannick Jadot est donné à 4,5% dans l'enquête de Cluster 17. Il est à 5% pour Opinionway, derrière Christiane Taubira, qui, à ce jour, est inscrite à cette fameuse primaire populaire à laquelle Yannick Jadot refuse de participer. Qu'est-ce qui cloche? Alors, un petit mot quand même sur Cluster 17, qui a été vilipendé par la commission des sondages et qui a été inventé, on va dire, l'année dernière et qui représente personne. Je vous invite à la plus grande prudence s'agissant... Non, mais c'est important, c'est important. Oui. Je vous invite à la plus grande prudence s'agissant de ces chiffres, puisqu'ils sont... Il n'y a qu'une seule personne dans cette affaire. Bien. Les sondages de janvier ne font pas l'élection d'avril. Ce qui compte, c'est la campagne. De notre côté, nous avons le projet de la transition écologique dans ce pays. Il y a un seul défi, en fait, qui concerne l'humanité tout entière, c'est le dérèglement climatique. Elle produit, et ce dérèglement climatique, il appuie des inégalités sociales. Mais vous le voyez, pour nous, c'est l'enjeu du siècle. Pour nous, c'est l'enjeu du siècle. J'entends bien, mais les Français, ils parlent de quoi? Ils parlent du pouvoir d'achat, ils parlent de sécurité, des thèmes beaucoup plus classiques. Et vous dites non, le vrai sujet est ailleurs. Non, je dis très concrètement que sur le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre, ou sur la sécurité, les gouvernements actuels ont failli. Ça n'est pas de la faute des écologistes. Ça n'est pas la faute des écologistes. Ceux qui parlent de sécurité sont ceux qui ont foiré, si vous me permettez l'expression. Nicolas Sarkozy, qui va être jugé tout à l'heure, c'est aussi lui qui a supprimé la police de proximité. C'est aussi lui qui a réduit de 11 000 le nombre de fonctionnaires de police. Et ça vient donner des leçons en matière de sécurité. Excusez-moi, mais je ne prends pas de leçons de la droite, ni sur la valeur travail. Sur la valeur travail, on en parle beaucoup. Ce sont ces mêmes personnes, Emmanuel Macron compris, je le classe à droite, on va pas faire de chichi, ce sont ces mêmes personnes qui refusent que dans ce pays, le travail paye correctement. Nous sommes pour augmenter les salaires avec Yannick Jadot, nous sommes pour l'autonomie de la jeunesse, nous sommes pour la relocalisation. Vous avez Knorr à Dupigheim qui va fermer parce que Unilever estime que c'est plus rentable de les faire délocaliser ailleurs. C'est pareil pour Ferropem en Savoie, c'est pareil pour SAM en Aveyron, c'est pareil pour la Chapelle d'Arblay à Rouen. Écoutez, c'est pas possible que ce gouvernement laisse comme ça des salaires et des licenciements s'opérer alors que ces usines sont rentables. Avec l'écologie, vous avez la lutte contre le dérèglement climatique, la relocalisation, la réindustrialisation, des emplois de qualité, un pouvoir de vivre. Un sujet de campagne aussi qui émerge dans le discours de Yannick Jadot. Vous êtes très en colère contre l'interdiction de la vente de fleurs de CBD qui est que souhaite faire avancer le gouvernement. Ce combat pour le CBD que vous menez, les écologistes, c'est quoi? C'est le préambule à une revendication de légalisation du cannabis, Julien Bayou? Oui, alors c'est la même fleur, mais c'est deux sujets connexes, il faut préciser. Le CBD comme le cannabis sont issus du chanvre, mais le CBD n'a pas le cannabidiol n'a pas d'effet psychotrope, ni d'accoutumance. Et donc, c'est une filière qui s'est développée, il y a 20 000 emplois, et puis des consommateurs qui ont recours pour le sommeil, pour lutter contre certaines douleurs, et aussi certains pour passer du cannabis, THC, stupéfiant, au CBD, un produit non stupéfiant. Et nous, on dit que c'est une bonne nouvelle en vrai. Si des personnes peuvent comme ça arrêter la drogue, réduire les risques et trouver des effets relaxants dans une plante non psychotrope, eh bien c'est une bonne nouvelle. Et donc je ne comprends pas la logique du gouvernement. L'arrêté précédent avait été interdit au niveau européen. Ils ont repris à peu près le même. Ils condamnent la filière, tous ces professionnels au chômage et à la faillite. C'est pas sérieux en fait. On peut se dire aussi, vous défendez le CBD avec l'intention peut-être derrière de légaliser le cannabis en général. Mais oui, nous sommes pour la légalisation du cannabis. En fait, si on regarde froidement les chiffres, c'est un fiasco. C'est-à-dire qu'on a la politique pénale la plus répressive d'Europe. Et le taux d'addiction chez les mineurs le plus élevé, parmi les plus élevés. Aujourd'hui, c'est plus facile de se procurer une barrette de shit à l'extérieur du lycée, ou même à l'intérieur. Donc moins de répression, mais plus d'addiction finalement. C'est la solution que vous proposez. Non, malheureusement, c'est ça la situation actuelle. Vous avez un taux d'addiction chez les mineurs qui est parmi les plus élevés d'Europe. C'est un fiasco en matière de santé. C'est aussi un fiasco en matière de sécurité, on le sait. On a la police qui perd des millions d'heures à traquer des petits consommateurs. Ça embolise la justice. Enfin, tout ça ne fonctionne pas.
La légalisation a fait ses preuves au Canada, au Portugal et ailleurs. C'est ce que nous voulons faire et ça permet la prévention. Merci Julien Bayou d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.